Son témoignage peut mettre la vie de sa famille en danger. Semet est ouïghour, une ethnie à majorité musulmane vivant à l'ouest de la Chine. Il a accepté de nous livrer à visage caché son histoire tragique. Celle d'un couple venu étudier en France il y a quelques années avant de donner naissance à une petite fille. Une vie paisible dont il ne reste que ses photos. C'est la photo de ma fille et ma femme. Et elles sont en Chine maintenant. Elle avait 2 ans. Et c'était 2017, mois de juillet. La vie de Semet s'est figée un jour d'été, il y a 4 ans. Le jour où sa femme et sa fille ont pris l'avion pour rendre visite à de la famille en Chine. Elles ne sont jamais revenues. J'avais promis à ma fille, quand elle est née, que je ne la laisserai jamais seule, parce que moi je n'ai pas eu de père. Et pourtant aujourd'hui, l'histoire se répète. Il a appris que sa femme avait été arrêtée à son arrivée à l'aéroport de Pékin, avant d'être internée dans un camp à l'autre bout du pays. Le couple est accusé d'avoir publié des contenus à caractère terroriste et hostile au régime sur les réseaux sociaux. Ce n'était qu'un faux prétexte pour m'incriminer et retenir ma famille prisonnière. À l'époque, je n'utilisais même pas Facebook. Ils ont cherché un moyen de justifier leurs pratiques inhumaines. Semet est convaincu que sa famille a été visée en raison de son ethnie. Depuis, il n'a plus aucun contact avec sa femme et sa fille. Il ne sait pas s'il pourra les revoir un jour. Je ne peux plus me projeter dans l'avenir. Mon corps est vivant, mais mon âme est déjà morte. Comme la femme de Semet, il serait au moins 1 million de Ouïghours à être détenus dans des camps. Une politique de répression mise en place par la Chine contre cette minorité vivant au Xinjiang, une région autonome au nord-ouest de la Chine, grande comme 3 fois la France. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, Pékin a décidé de mettre sa population au pas, et ce, par tous les moyens. De la surveillance numérique. C'est peut-être la toute première fois que les dispositifs de surveillance servent une idéologie totalitaire. À l'internement de masse. J'ai gardé des chaînes à mes pieds pendant 1 an, 3 mois et 10 jours. On ne me les a jamais enlevées. Dans la communauté internationale, des voix s'élèvent pour dénoncer la persécution des 12 millions de Ouïghours vivant en Chine. De la région chinoise de Xinjiang, nous parviennent des témoignages et des documents concordants qui font état de pratiques injustifiables à l'encontre des Ouïghours et d'un système de surveillance et de répression institutionnalisé à grande échelle. Certains gouvernements, comme les Pays-Bas, le Canada ou les États-Unis, accusent aujourd'hui la Chine de perpétrer un génocide. Elle est l'une des rares voix à pouvoir témoigner de l'horreur de ces camps. Gulbahar Jalilova a passé 1 an, 3 mois et 10 jours enfermée. Depuis le mois d'octobre, cette mère divorcée de 4 enfants a trouvé refuge en France. Quand j'ai été internée, j'avais encore les cheveux longs. On me les a rasés à mon arrivée dans le camp. J'ai pris cette photo le jour même de mon arrestation, depuis l'hôtel où j'étais, pour l'envoyer à mes enfants. Gulbahar Jalilova était commerçante. Accusée d'avoir effectué un virement suspect, elle est internée en mai 2017 pour des soupçons de terrorisme dans un complexe de la capitale du Xinjiang, semblable à celui-ci.
Les rares images qui nous parviennent révèlent un univers carcéral aseptisé. Ici, un centre tout juste achevé et encore vide. Gulbahar Jalilova décrit des conditions de détention inhumaines. J'ai trouvé cette photo sur Internet. Ma cellule ressemblait à celle-ci. Comme vous le voyez, les murs étaient très hauts, 6 mètres de hauteur à peu près. Il n'y avait pas de fenêtres et les 2 portes étaient toujours fermées, donc on n'avait pas d'air. Au milieu, il y avait cette estrade où on restait assis 17 heures par jour. La nôtre était en métal. Et là, au fond, c'étaient les toilettes séparées par une simple vitre. À l'intérieur, elles sont une quarantaine de femmes. La cellule est si petite qu'elles doivent se relayer pour s'allonger. Elle raconte avoir subi avec ses codétenus un lavage de cerveau quotidien. Chaque semaine, on devait faire notre autocritique. Et à partir de 19 h, il fallait aussi apprendre des chants de propagande. On profitait de ces répétitions pour se parler discrètement en ouïghour, car c'était interdit. Je ne connais plus toutes les paroles de ces chants en chinois. Ça faisait... J'ai oublié la suite. Elle évoque aussi des interrogatoires de plusieurs heures sur cette chaise appelée chaise du tigre. Les membres y sont complètement immobilisés. Gulbahar Jalilova raconte avoir été torturée, violée par ses geôliers pour la forcer à signer des aveux de terrorisme. Ils m'ont donné des coups de matraque électrique pour me forcer à signer. Ça a duré toute la nuit. Un moment, un jeune policier de 27 ans s'est avancé vers moi en baissant son pantalon. Je lui ai dit, « Tu n'as pas de mère ni de sœur? Comment peux-tu me faire ça ?» Il m'a frappé de plus belle et m'a dit « Comment oses-tu te comparer à ma mère ou ma sœur? Regarde-toi, tu n'es qu'un animal. » Grâce à des soutiens extérieurs, elle est finalement libérée le 3 septembre 2018. La voici le jour où elle retrouve ses enfants pour la première fois. Hantée par ses souvenirs du camp, elle a inscrit dans ce carnet le nom de toutes les prisonnières qu'elle a laissées là-bas. Dans le camp où j'étais, il n'y avait que des femmes qui ont fait des études. Une docteure, une femme qui s'appelle Gulbahar Aziz, écrivaine et avocate. Toutes les classes sociales sont concernées par cet internement de masse, à commencer par les élites. Des universitaires, des intellectuels, dont les proches à l'étranger réclament des nouvelles. C'est ma mère. Elle est détenue par le gouvernement chinois depuis plus de 3 ans. Mon père est porté disparu depuis 2016. Et même des célébrités, comme le chanteur ouïghour Ablaja Naout, connu pour promouvoir la culture de son peuple. Il a disparu soudainement en 2018. Merdan Gapar est lui mannequin. Dans cette rare vidéo datée de février 2020, il a réussi à se filmer depuis le camp où il est détenu. On le voit attaché à son lit, avec en fond sonore des messages de propagande évoquant le Turkestan oriental, le nom donné par les Ouïghours à leur région, officiellement appelée le Xinjiang. Pourquoi les Ouïghours sont devenus la cible du gouvernement chinois? Derrière le Xinjiang et ses habitants se cachent tout d'abord des enjeux économiques. Pékin veut s'assurer de garder le contrôle de cette région stratégique. Il faut savoir que c'est une région qui est extrêmement riche
en ressources minières, en ressources forestières, mais aussi en gaz et en pétrole. D'autre part, c'est une région clé sur les routes de la soie. Donc ça veut dire que la plupart des transports de matériel et la plupart des infrastructures pour transporter ces marchandises passent par la région ouïghour. Or, ce peuple à majorité musulmane qui a connu 2 fois l'indépendance au XXe siècle pose de sérieux problèmes à Pékin. En 2009, des habitants descendent dans les rues de la capitale régionale pour dénoncer les discriminations dont ils se disent victimes. Des manifestations violemment réprimées. Quatre ans plus tard, une série d'attentats frappe le pays, faisant plusieurs dizaines de morts. Le gouvernement les attribue à des terroristes islamistes ouïghours. Les démonstrations de force des militaires donnent le ton de la nouvelle politique sécuritaire qui va être mise en place secrètement par le président chinois Xi Jinping. Dès 2014, dans un document adressé au Parti communiste et révélé par le New York Times, il appelle à lutter contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme, en utilisant les organes de la dictature et en ne montrant absolument aucune pitié. La liberté n'est possible que lorsque ce virus a été éradiqué de leur esprit et qu'ils sont en bonne santé. Pour éradiquer cette menace terroriste, la Chine s'est donc mise en tête d'interner massivement les Ouïghours. Au mur, la carte des 380 sites actuellement répertoriés par un institut australien. Donc chaque petit point représente un camp de détention. À partir de 2016, il y a vraiment un pic dans les constructions jusqu'à 2018. Et en réalité, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une progression permanente. Selon d'autres sources, la Chine compterait désormais plus de 1000 de ces camps, la plupart du temps à l'abri des regards. On voit ici la façon dont l'ensemble des bâtiments est entouré en fait, de murs protégés par des barbelés et ponctués de miradors. Là, les bâtiments dans lesquels logent les détenus. Et la première route se trouve en réalité très loin de l'ensemble, ce qui ne permet pas de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Et ça, il n'y a que les images satellites qui permettent de le savoir. Les experts qui ont cartographié ces camps accusent également la Chine d'organiser le travail forcé des Ouïghours internés. On a constaté que de nombreux camps se trouvaient autour de zones agricoles ou de zones industrielles. Et donc on a plusieurs images satellites qui montrent les mouvements réguliers entre l'usine et les camps. Ça, c'est une preuve potentielle. De l'esclavage moderne pour fournir notamment l'industrie du textile. En France, des ONG ont déposé plainte contre des multinationales pour recel de travail forcé et de crimes contre l'humanité. Dans leur viseur, Zara, Uniqlo, Sandro, Bershka et d'autres. Des marques accusées d'avoir recours à des sous-traitants chinois impliqués dans l'exploitation des Ouïghours. La Chine est aussi soupçonnée par la communauté internationale de mener dans ses camps une politique de stérilisation forcée afin de faire chuter drastiquement les naissances chez les Ouïghours. Des pratiques dont témoignent des femmes rescapées, comme Gulbahar Jalilova. Elle évoque de mystérieux traitements imposés à ses codétenus et elle. Une fois par semaine, il fallait prendre des médicaments. Il y avait aussi des prises de sang et des injections tous les 10 jours.
On ne savait pas ce que c'était et on n'avait pas le droit de demander. Les femmes n'avaient plus leurs règles, moi non plus. Ces agissements sont niés en bloc par Pékin. Mais depuis 2018, la Chine reconnaît en revanche l'existence des camps. Elle les présente comme des centres de rééducation ou de formation professionnelle. La télévision d'État met en avant des témoignages de Ouïghours heureux d'avoir été déradicalisés. J'aurais pu suivre ces extrémistes religieux et commettre des crimes. Le Parti communiste et le gouvernement m'ont sauvé juste à temps. Ils m'ont donné une chance de corriger mes erreurs. Pour mettre au pas les 12 millions de Ouïghours de Chine, Pékin a déployé une autre arme tout aussi redoutable, les caméras. Le Xinjiang est devenu la zone la plus surveillée au monde. Urumqi, la capitale régionale, ressemble au premier abord à une ville chinoise ordinaire. Sauf que ses habitants n'y sont jamais seuls. La surveillance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher du doigt. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. C'est un œil qui vous surveille en permanence. Sylvain Louvet est l'un des rares journalistes à s'être rendu sur place en mai 2019. Il décrit une ville à la police omniprésente, quadrillée de checkpoints et de portiques à reconnaissance faciale. Certaines bornes peuvent même aspirer le contenu des téléphones portables. Au Xinjiang, il faut savoir que les voitures de police sont équipées de micros et de caméras, donc elles enregistrent les conversations à distance. Donc vous savez potentiellement que tout ce que vous pouvez dire à l'extérieur, dans la rue, peut être enregistré. Si par exemple 2 personnes parlent et critiquent le régime, eh bien les autorités chinoises auront la possibilité de savoir exactement qui elles sont et d'aller ensuite les retrouver à leur domicile. Une surveillance qui s'immisce jusque dans les maisons des Ouïghours. Sur leurs portes, des QR codes, des codes-barres comportant des informations sur le foyer. Et en fait, la police vient régulièrement quand par exemple ils ont un doute ou ils suspectent un Ouïghour par exemple de participer à des actes criminels, etc. Ils peuvent tout à fait passer devant la porte, avec leur appareil scanner le QR code et savoir exactement qui se trouve à l'intérieur, combien de personnes est composé le foyer. C'est aujourd'hui ce que moi j'appellerais une dictature numérique. C'est la toute première forme de totalitarisme numérique. Les autorités chinoises ont aussi mis au point une application pour téléphone portable utilisée par les policiers. Elle permet de signaler tout changement d'habitude chez un citoyen. Par exemple, faire son plein à un endroit différent de là où la personne l'a fait habituellement. Ou alors une consommation d'électricité qui va être différente ou qui va varier d'un mois sur l'autre. Ou alors sur le fait qu'une personne va sortir par l'arrière de sa maison plutôt que par le devant de sa maison. L'œil de Pékin surveille bien au-delà des frontières de la Chine. À plus de 7000 km de là, nous retrouvons en France Semet, ce père de famille privé de sa femme et de sa fille depuis plus de 4 ans. Il raconte avoir reçu un étrange appel. Au bout du fil, un interlocuteur chinois qui lui aurait proposé de devenir un espion du régime. Pendant l'hiver 2018, j'ai reçu plusieurs appels des autorités chinoises. On me demandait de collaborer en donnant des informations sur les Ouïghours qui se trouvent en France. Ils m'ont dit que si je les aidais, ils pourraient revoir mon dossier. Après cet appel, j'ai eu l'impression qu'on me surveillait. Je me suis senti en danger. Semet a refusé. Depuis,
il a appris que sa femme a finalement été libérée du camp où elle se trouvait. Mais sa fille et elle ont toujours l'interdiction de quitter la Chine. Les Ouïghours seraient-ils traqués jusqu'en Europe? C'est l'hypothèse avancée par Vanessa Frankville. Ces recherches mettent en lumière la stratégie d'intimidation du gouvernement chinois à l'égard des Ouïghours installés à l'étranger. France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Suède, Finlande, c'est partout pareil. Je pense que l'objectif, c'est d'instiller la peur en permanence. Et la peur, ça immobilise. Et quand on est immobilisé, on est moins visible. Et je pense que c'est ça l'objectif. C'est d'avoir de moins en moins de Ouïghours qui, sur la place publique, dénoncent ce qui se passe. Ce sentiment d'insécurité habite Halim Omer au quotidien. Ce chauffeur vit en France depuis 15 ans. Des fois, je fais des courses pour les clients chinois. Ça me vient à la tête, oui, forcément. Et donc, j'évite de parler. J'ai pas un sentiment, même en France, une tranquillité. Vraiment une tranquillité totale, en fait. J'ai pas ça. Halim pense être surveillé en raison de son activisme. Depuis 2019, il est président de l'association des Ouïghours de France, qui milite pour l'indépendance de la région. D'où, selon lui, la nécessité de certaines précautions. J'ai 2 portables, j'ai pris un autre numéro pour la contact de l'association. Comme ça, je me sens plus tranquille. Environ 1 millier de Ouïghours vivent aujourd'hui en France. Ce jour-là, ce petit cercle de militants s'est réuni pour évoquer les manifestations à venir. La plupart d'entre eux n'ont plus de contact avec leur famille restée en Chine. Et tous se disent être la cible d'intimidation de la part du régime, le plus souvent sous la forme de harcèlement téléphonique. J'ai reçu presque plus de centaines d'appels comme ça. Il y a des jours, chaque jour, ils m'appellent 9 h du matin. Chaque jour, je reçois d'appels. Normalement, c'est un message automatique qui parle en chinois, c'est une dame. C'est toujours le même numéro, un numéro italien, 0039. Ils m'ont demandé de rappeler à ce numéro-là. Donc rappeler ce numéro en chinois, il a dit. Halim a fini par rappeler ce fameux numéro. L'homme au bout du fil n'a pas dévoilé son identité, mais il lui aurait donné cet avertissement. Il connaît l'adresse de mes parents et mon âge, tous mes infos personnelles, le temps que j'ai vécu en France, depuis combien d'années, etc. Et à la fin, ils disent que voilà, il faut s'arrêter, tout ce que j'ai fait en France. Sinon, mes parents, ça sera en danger. Qui se cache réellement derrière ces appels? Les autorités chinoises démentent être à l'origine de ces intimidations. De son côté, le ministère des Affaires étrangères français leur a fait savoir que la France ne saurait tolérer aucun acte de harcèlement sur son territoire.